Et si je vous disais qu'il existe une seule habitude qui relie toutes les personnes à succès, peu importe leur origine, leur intelligence ou leur chance, une habitude si puissante que Napoléon Hill, après avoir étudié plus de 500 millionnaires, l'a placée au cœur de la réussite. Cette habitude ne dépend ni de l'argent, ni du talent, ni des diplômes. Pourtant, la majorité des gens la négligent et restent bloqués toute leur vie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir cette habitude, pourquoi elle change tout et comment l'adopter dès aujourd'hui. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière partie peut transformer votre avenir. Et alors, quelle est cette habitude si puissante que toutes les grandes personnes à succès ont? Dans cette vidéo, nous sommes en phase de découvrir ce que c'est que cette habitude. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à bien vous asseoir, à mettre votre ceinture de sécurité et on y va. 1. L'observation de Napoléon Hill. Pour comprendre la genèse de la philosophie du succès, il faut remonter à l'origine de la quête monumentale de Napoléon Hill. Tout a commencé par une rencontre fatidique avec Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du monde à l'époque, le roi de l'acier. Ce dernier, persuadé que le succès n'était pas le fruit du hasard ou de la chance, mais le résultat de l'application de principes immuables, a mis au défi le jeune journaliste Hill. Le défi était de consacrer les 20 prochaines années de sa vie, sans rémunération directe de Carnegie, à interviewer, analyser et décortiquer la vie des hommes et des femmes les plus puissants de l'Amérique. Hill a accepté. Ce qu'il a découvert au cours de ces 2 décennies allait devenir la pierre angulaire de toute la littérature de développement personnel moderne. Hill a eu accès aux esprits les plus brillants du XXe siècle. Thomas Edison, Henry Ford, Harvey Firestone, Alexander Graham Bell et bien d'autres. Ce qui a immédiatement frappé Hill, ce n'était pas leurs origines, car elles étaient disparates. Certains venaient de la pauvreté la plus abjecte, d'autres de milieux plus aisés. Ce n'était pas non plus leur niveau d'éducation formelle. Edison, par exemple, n'avait passé que 3 mois sur les bancs de l'école. Ce n'était pas non plus leur secteur d'activité, qui variait de l'industrie lourde à l'invention scientifique en passant par la politique. La variable constante, le fil rouge invisible qui reliait toutes ces destinées exceptionnelles, résidait dans la qualité de leurs pensées et plus spécifiquement dans la précision chirurgicale de leurs intentions. L'observation centrale de Hill est que la réussite ne frappe jamais à la porte de ceux qui ne l'attendent pas ou qui ne savent pas à quoi elle ressemble. Les plus grands accomplissements de l'histoire, qu'il s'agisse de l'invention de l'ampoule électrique ou de la démocratisation de l'automobile, ont commencé sous la forme d'une pensée claire, cristallisée dans l'esprit de leur créateur. Hill a noté que ces individus ne se contentaient pas de vouloir quelque chose. Le mot « vouloir » est faible, passif et souvent teinté de manque. Au contraire, ces leaders possédaient une image mentale si nette de leur objectif final qu'ils pouvaient la décrire dans les moindres détails, bien avant qu'elle ne se matérialise. Est-ce cela qu'on dit de manifester? Parce que j'ai écouté plein de podcasts, j'ai écouté plein de vidéos de motivation, plein de conseils et venant de plein de personnes à succès. Et aussi, cette phrase ressort toujours à chaque fois. Vivez votre rêve comme s'il était déjà réel. Vivez votre rêve comme si vous l'avez déjà réalisé. On y va. L'objectif agit comme un filtre pour le cerveau. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, l'esprit humain a besoin d'une directive précise pour fonctionner efficacement. Hill a observé que lorsque l'objectif est flou, l'énergie mentale se disperse. C'est comme essayer d'allumer un feu avec une loupe en bougeant constamment la main. La chaleur ne se concentre jamais assez pour créer l'étincelle. En revanche, les hommes que Hill a étudiés maintenaient leur loupe mentale fixée sur un point unique avec une stabilité inébranlable. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, pourquoi ils le voulaient et quand ils comptaient l'obtenir.
L'observation de Hill va plus loin en touchant à la métaphysique de la pensée. Il postulait que les pensées sont des choses. Thoughts are things. Il a découvert que ces industriels traitaient leurs idées non pas comme des abstractions vaporeuses, mais comme des plans d'architecture réels. Pour eux, l'usine, qui n'existait pas encore physiquement, était déjà construite mentalement. Cette capacité à voir l'invisible est ce qui leur permettait de faire l'impossible. Ils vivaient dans la réalité de leur objectif accompli, bien avant que le monde extérieur ne puisse en voir la preuve tangible. C'est cette projection mentale qui dictait leurs actions quotidiennes, leurs décisions et leurs réactions face aux obstacles. En analysant des milliers de personnes considérées comme des échecs en parallèle des 500 millionnaires, il a remarqué un contraste saisissant. Les personnes en situation d'échec avaient une vision de la vie basée sur la réaction. Elles attendèrent de voir ce que la journée leur apporterait. Elles espéraient des jours meilleurs sans plan pour les créer. À l'inverse, l'élite étudiée par Hill fonctionnait par proaction. Ils ne subissaient pas leur environnement. Ils le façonnaient pour qu'il corresponde à leur vision intérieure. Ils ne laissaient pas les circonstances dicter leur destin. Ils créaient des circonstances favorables par la force de leur clarté. Cette observation fondamentale démolit le mythe du génie inné. Hill a démontré que le succès n'est pas réservé à ceux qui naissent avec des talents supérieurs, mais à ceux qui parviennent à organiser leur faculté mentale autour d'un but défini. Henry Ford, souvent cité par Hill, n'était pas un homme particulièrement érudit au sens académique, mais il savait s'entourer et diriger son énergie vers un but unique, le moteur à combustion et la production de masse. Sa réussite n'était pas technique, elle était psychologique. Il savait ce qu'il voulait, et c'est cette certitude qui a plié la réalité à sa volonté. En conclusion de cette première section, l'héritage de l'observation de Hill est un appel à la responsabilité intellectuelle. Il nous enseigne que le point de départ de toute richesse, qu'elle soit financière, spirituelle ou relationnelle, est la définition d'un but. Sans cette boussole interne, l'individu est condamné à errer, ballotté par les vents de l'opinion publique et les tempêtes économiques. Le succès commence donc toujours dans l'esprit, par un acte de définition conscient, délibéré et précis, avant de pouvoir espérer se manifester dans la matière. 2. Et par là, je profite de dire quelque chose. Ne regarde pas les gens pour mesurer tes rêves. Ne regarde jamais les gens pour mesurer tes rêves. Celui qui a créé l'avion ne pouvait jamais s'imaginer que à ce jour précis, des milliers de personnes allaient utiliser l'avion comme moyen de transport. Et je ne peux pas vous dire à quel point il a été traité d'irréfléchi, d'une personne qui fantasme sur quelque chose qui ne peut jamais se réaliser. Donc, n'écoutez pas les gens. Rêvez grand. Soyez des fous. La plupart des grandes personnes qui ont fait de grandes réalisations ont toujours été traités de fous avant que leur réalisation ne puisse naître. On continue. L'habitude clé, la détermination absolue. Au cœur de la philosophie de Napoleon Hill se trouve un concept qui dépasse la simple ambition. C'est ce qu'il appelle le désir ardent, burning desire. Cette distinction est cruciale car elle sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. La détermination absolue n'est pas une simple préférence pour un résultat positif. C'est un état d'esprit où l'échec n'est tout simplement pas une option envisageable. C'est la capacité de brûler les ponts derrière soi pour ne se laisser qu'une seule voie possible, celle de la victoire. Il illustre souvent ce concept par l'histoire de guerriers antiques qui, débarquant en terre ennemie, brûlaient leurs propres navires. En regardant leurs bateaux partir en fumée, ils comprenaient qu'ils n'avaient plus le choix, vaincre ou périr. C'est cette psychologie de l'inéluctable que les personnes à succès appliquent à leurs objectifs. La détermination absolue transforme la nature même de l'objectif. Ce n'est plus quelque chose que l'on aimerait bien avoir. Cela devient une nécessité vitale, comparable au besoin de respirer.
Il explique que la nature humaine est conçue de telle sorte que lorsque nous nous coupons de toute possibilité de retraite, nos ressources cachées s'activent. L'esprit, acculé par une décision irrévocable, devient infiniment plus créatif, résilient et perspicace. C'est l'habitude de ne jamais se laisser de plan B. Le plan B, selon Hill, est souvent une béquille psychologique qui nous autorise inconsciemment à ne pas tout donner pour le plan A. Les grands réalisateurs éliminent cette béquille. Prenons l'exemple d'Edwin C. Barnes, dont l'histoire ouvre « Réfléchissez et devenez riche ». Barnes ne voulait pas simplement travailler pour Thomas Edison, il voulait être l'associé d'Edison. Lorsqu'il s'est présenté au laboratoire, il ressemblait à un vagabond, mais ses pensées étaient celles d'un roi. Il a essuyé des refus, il a commencé par des tâches ménagères insignifiantes, il a été ignoré pendant des années. Mais sa détermination était absolue. Il n'a jamais dit « Je vais essayer quelques mois, et si ça ne marche pas, je chercherai un autre travail ». Il s'est dit « Je serai l'associé d'Edison, dût-il me falloir le reste de ma vie ». Cette obsession positive a fini par payer car elle a rendu Barnes aveugle aux obstacles et hyperattentif aux opportunités. Cette habitude de la détermination absolue agit également comme un bouclier contre la négativité. Lorsque l'on est habité par un désir ardent, les critiques d'autrui ricochent sans laisser de traces. Le scepticisme des proches, les conditions économiques défavorables ou les revers temporaires perdent leur pouvoir de nuisance. Pourquoi ? Parce que l'esprit déterminé est tellement saturé par l'image de la réussite que le doute ne trouve plus d'espace pour s'installer. C'est une forme d'auto-immunisation psychologique. Là où une personne ordinaire voit un mur infranchissable, la personne animée par une détermination absolue voit simplement un problème à résoudre sur le chemin de sa destination inévitable. Il insiste sur le fait que cette détermination doit être obsessionnelle, dans le sens le plus noble du terme. Dans notre société, l'obsession est souvent vue comme pathologique. Mais pour Hill, une obsession contrôlée et dirigée est le seul moteur assez puissant pour surmonter l'inertie de la médiocrité. C'est cette énergie qui vous fait vous lever plus tôt, qui vous pousse à apprendre cette compétence supplémentaire, qui vous donne le courage de passer ce coup de fil effrayant. C'est une flamme intérieure qui ne s'éteint jamais, même lorsque les vents contraires soufflent fort. C'est la différence entre une bougie vacillante et un chalumeau. De plus, cette détermination envoie un signal puissant au subconscient. Hill, précurseur dans la compréhension des mécanismes mentaux, expliquait que le subconscient ne réagit pas aux souhaits tièdes. Il ne s'active véritablement qu'en réponse à des émotions fortes et à des directives impératives. La détermination absolue, chargée d'émotions et de foi, imprime l'objectif dans le subconscient. Une fois programmé, ce dernier commence à travailler jour et nuit, attirant des ressources, des idées et des personnes en harmonie avec ce but. C'est ce que certains appellent la loi de l'attraction. En parlant de la loi de l'attraction, je vous laisse l'occasion de rechercher ceux qui ont vraiment cette volonté de poursuivre un rêve signifiant, un rêve qui a du sens pour eux. Allez-y, faites ce premier pas d'abord. Commencez à chercher ce que c'est que la loi de l'attraction. Et s'il plaît à Dieu, je vais faire une vidéo portant sur ça. Mais pour le moment, on continue. Parce que ce qu'il est en train de dire, soyez focus en ce moment. Parce que c'est le fait d'être focus, d'être passionné, d'être motivé pour votre rêve qui va vous pousser à terminer cette vidéo. On continue. Il le présente comme une loi psychologique et pratique. Enfin, l'attitude de la détermination absolue change votre identité. Vous cessez d'être une personne qui cherche le succès pour devenir une personne qui exprime le succès. Votre posture change, votre voix s'affermit, votre regard se précise. Les autres sentent cette détermination et, instinctivement, se poussent pour laisser passer l'homme ou la femme qui sait où il va. Le monde a tendance à s'aligner sur ceux qui font preuve d'une volonté inflexible
Comme le disait Hill, le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire en devenant la personne capable de le porter, et cette transformation commence par la décision irrévocable de réussir, quoi qu'il en coûte. En résumé, la détermination d'un but précis n'est pas une simple étape administrative de fixation d'objectifs. C'est un engagement existentiel. C'est un pacte que l'on signe avec soi-même, promettant que l'on ne s'arrêtera pas tant que la vision ne sera pas devenue réalité. C'est cette intensité, cette absence d'excuses et ce refus du compromis qui constitue l'attitude clé des géants que Hill a étudié. 3. Pourquoi la majorité échoue? Si le succès repose sur des principes logiques, pourquoi est-il si rare? Napoleon Hill a consacré une grande partie de son œuvre, notamment dans son manuscrit Plus malin que le diable, à analyser l'anatomie de l'échec. Sa conclusion est sans appel. La majorité des gens échouent, non pas à cause d'un manque de talent, d'intelligence ou d'opportunité, mais à cause d'un manque fondamental de clarté et de direction. C'est ce que Hill appelle le phénomène de la dérive, drifting. Le dériveur est celui qui se laisse porter par le courant de la vie, acceptant tout ce qui lui arrive sans jamais exercer son droit de choisir sa propre destination. La tragédie de la majorité réside dans le flou artistique de leurs ambitions. Si vous arrêtez 100 personnes dans la rue et leur demandez ce qu'elles veulent le plus au monde, la plupart répondront par des généralités. Je veux être heureux, je veux être riche, je veux un bon travail, je veux être en sécurité. Bien que ces désirs soient légitimes, ils ne constituent pas des objectifs. Pour l'univers et pour le cerveau humain, ces demandes sont trop vagues pour être exaucées. Être riche, cela signifie quoi? 10 000 euros ou 10 millions? Être heureux, comment cela se traduit-il concrètement au quotidien? Sans définition précise, le cerveau ne peut pas élaborer de stratégie. Il comparait souvent cet état à un navire sans gouvernail. Peu importe la puissance des moteurs ou la compétence de l'équipage, si le capitaine ne donne pas de cap précis, le navire tournera en rond jusqu'à épuisement du carburant. C'est exactement ce qui arrive à la plupart des gens. Ils dépensent une énergie considérable à travailler dur, à s'inquiéter, à s'agiter, mais comme cette énergie n'est pas focalisée sur un point précis, comme un rayon laser, elle se dissipe sans produire de résultats durables. Ils confondent mouvement et progrès, agitation et action. L'absence de direction claire engendre un ennemi mortel, l'indécision. L'indécision est la graine de la peur. Lorsqu'on ne sait pas exactement ce que l'on veut, on hésite. On remet au lendemain, on demande l'avis de tout le monde. Cette hésitation chronique cristallise le tout en soi. Au premier obstacle, l'esprit indécis se dit « peut-être que ce n'était pas fait pour moi » et abandonne. À l'opposé, celui qui a un but précis ne voit pas l'obstacle comme un signe d'arrêt, mais comme un détour nécessaire. L'indécision paralyse, tandis que la clarté mobilise. Une autre raison majeure de l'échec de masse est la peur de la critique, qui pousse les gens à rester dans le vague. Définir un objectif précis, c'est prendre un risque. C'est s'exposer au jugement si l'on échoue. Pour éviter cette douleur potentielle, la majorité préfère ne rien viser de spécifique. En ne visant rien, ils sont sûrs de ne pas rater leur cible, mais ils sont aussi sûrs de ne rien atteindre d'important. Cette médiocrité auto-imposée est un mécanisme de défense qui devient une prison. Il notait que les cimetières sont remplis de rêves jamais exprimés par peur du qu'en dira-t-on. Il a également observé que l'éducation traditionnelle échouait souvent à enseigner cette compétence vitale. On apprend aux enfants à mémoriser des faits, mais rarement à définir leurs propres objectifs de vie et à structurer leurs pensées pour les atteindre. En conséquence, les jeunes adultes entrent dans la vie active, en attendant qu'on leur dise quoi faire, perpétuant ainsi le cycle de la dérive. Ils deviennent des employés modèles qui réalisent les objectifs des autres, faute d'en avoir pour eux-mêmes. L'échec n'est donc pas tant une chute qu'une stagnation, une lente érosion de l'âme par manque de but. De plus, l'esprit humain a horreur du vide. Si vous ne plantez pas délibérément les graines de la réussite, des objectifs clairs dans le jardin de votre esprit, les mauvaises herbes de l'échec y pousseront automatiquement. Il n'y a pas besoin d'efforts pour échouer.
Il suffit de ne rien décider. La négativité, la peur et la pauvreté sont les états par défaut de celui qui ne prend pas le contrôle de sa pensée. Comme le disait Hill, un esprit indécis attire l'échec, aussi sûrement qu'un aimant attire le père, car il se laisse remplir par des circonstances ambiantes qui sont souvent négatives. En conclusion, la majorité échoue parce qu'elle ignore le pouvoir de la focalisation. Elle vit par défaut et non par dessein. Elle laisse le hasard décider de son sort. Pour sortir de cette masse statistique et rejoindre le petit pourcentage de ceux qui réussissent, la première étape est de briser le cycle de la dérive en osant définir, avec une précision mathématique, ce que l'on attend exactement de la vie. C'est la fin de l'ambiguïté qui marque le début du succès. 4. Comment adopter cette habitude? Et juste avant de continuer, je me rappelle une fois, je suivais une vidéo du streamer Speed. Et il a dit que plein de personnes veulent sa vie actuellement, mais peu sont ceux qui vont accepter de traverser la honte qu'il a traversée pour arriver à ce niveau. Je vous laisse réfléchir sur ça. Passer de la théorie à la pratique est l'étape où la plupart des aspirants échouent. Napoléon Hill ne s'est pas contenté de diagnostiquer le problème. Il a fourni une ordonnance précise, une méthodologie en 6 étapes pour transformer un désir abstrait en réalité tangible. Adopter cette habitude ne demande pas de compétences surhumaines, mais une discipline rigoureuse. C'est un processus d'autoconditionnement visant à reprogrammer le subconscient, cette partie immergée de l'iceberg mental qui pilote 95% de nos comportements. Sans cette reprogrammation, la volonté consciente s'épuise rapidement. La première étape, comme nous l'avons vu, est de fixer un objectif précis. Il ne s'agit pas de dire « je veux beaucoup d'argent », mais de fixer un montant exact, au centime près. Cette précision force l'esprit à sortir du rêve pour entrer dans la planification. Mais la deuxième étape est souvent celle qui bloque les gens. Déterminez exactement ce que vous avez l'intention de donner en échange de ce que vous désirez. Et là, c'est clair. Il ne faut pas penser que on deviendrait riche sans perdre. Bah oui. Il faut savoir que pour gagner, il faut perdre. Bien vrai que ce n'est pas tous les gains, ce n'est pas dans tous les gains que l'on perd, mais il faut savoir que les plus gros gains, il faut perdre. Et même si ce que tu vas perdre n'est pas quelque chose de tangible, n'est pas quelque chose de mesurable physiquement, tu vas perdre. Et ça, je vous le dis, que ce soit la relation, que ce soit l'argent, que ce soit la considération, que ce soit ta propre dignité. Parce que la dignité, tu peux la perdre. Tu peux la perdre à un moment donné. Et la récupérer à un moment donné. Donc, il faut être prêt pour payer le prix. Parce que quand on n'est pas prêt pour payer le prix, ça devient compliqué de suivre ses rêves et étant focus. C'est très compliqué. On continue. Il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de réalité gratuite. Something for nothing. La loi de la compensation est inévitable. Allez-vous sacrifier vos loisirs? Allez-vous travailler 12 heures par jour? Allez-vous offrir un service d'une qualité exceptionnelle? Définir le prix à payer valide votre sérieux envers l'univers. La troisième étape consiste à fixer une date limite. Un objectif sans date est juste un rêve. La date crée une tension positive, une urgence qui mobilise l'action. Même si la date semble irréaliste, elle sert de point d'ancrage temporel pour votre subconscient. Ensuite, et à ce niveau, j'ai bien évidemment plusieurs fois suivi des vidéos de ce genre. Et je sais que pour ce genre de dates, et peu importe ce que vous allez écrire, cette feuille dans votre chambre, accrochez-la quelque part, même si ça sera à la porte de votre chambre.
d'une manière que à chaque fois que vous vous réveillez et que vous voulez sortir de votre chambre, que vous puissiez lire cette feuille, ce qui est écrit ce qui est écrit sur cette feuille. Et en ce moment, ça reviendra à chaque fois dans votre cerveau. Et même, peu importe les difficultés que vous avez traversées dans cette journée, une fois que vous êtes à la maison, vous rentrez, vous vous reposez, vous vous levez le matin avec de l'énergie fraîche et que vous regardez cette feuille. Chaque fois que vous regardez ces écritures, votre cerveau sera reconduit à chaque fois. Et toute votre énergie sera reconduite vers ce rêve. Et je vous le dis, pensez-y. Quatrième étape est l'élaboration d'un plan précis pour la réalisation de votre désir et de commencer immédiatement, que vous soyez prêt ou non. Il met en garde contre l'attente du moment parfait. Le plan peut être imparfait au début, mais l'action immédiate lance la dynamique du mouvement. Les cinquième et sixième étapes sont celles qui activent la magie mentale. Il faut écrire tout cela dans une déclaration claire et concise. Puis, et c'est le point crucial, lire cette déclaration à haute voix 2 fois par jour. Une fois le matin au réveil et une fois le soir avant de s'endormir. Pourquoi à haute voix? Pourquoi matin et soir? Parce que ce sont les moments où l'esprit conscient est le plus perméable et où l'accès au subconscient est le plus direct. En verbalisant votre objectif, vous engagez plusieurs sens, la vue, l'ouïe, la parole, renforçant l'empreinte neuronale. Cependant, il précise une nuance capitale. La répétition mécanique ne suffit pas. Réciter votre objectif comme une liste de courses est inutile. Il faut y mêler l'émotion et la foi. Vous devez vous voir, vous sentir et croire que vous êtes déjà en possession de votre objectif au moment où vous visez. C'est l'émotion qui sert de catalyseur. Il vient de parler de quelque chose de très très puissant, de très important, la foi. La foi. Je le dis souvent à ceux qui me connaissent vraiment, même si c'est pour rigoler peut-être dans mes paroles. Avoir la foi, ce n'est pas montrer aux gens que je crois en Dieu, je peux aller à l'église, je peux aller à la mosquée, je peux faire ci, je peux faire ça. Avoir la foi, c'est ce que vous concevez dans votre propre être intérieur. Si encore vous mettez toute votre énergie, si encore vous dites que personne ne peut briser ce rêve, personne ne peut briser cette action, personne ne peut s'introduire à ça, personne ne peut faire quoi que ce soit, parce que tu y crois vraiment. Rien ne peut arriver à telle chose, parce que tu y crois vraiment. Croire avec tout son âme, tout son être, être dévoué. Parce que si tu n'as pas la foi, c'est très compliqué. Tu seras bousculé de gauche à droite. Plein de personnes vont te raconter des trucs qui vont te faire abdiquer. Mais tant que tu n'as pas la foi, tu vas vraiment abdiquer. C'est pour cette raison que l'on dit que la foi est la première chose à cultiver quand on veut faire de grandes réalisations. Cultive d'abord la foi. Aie foi en toi, crois en toi, parce que personne d'autre ne va réaliser tes rêves si ce n'est que toi. L'émotion n'a pas de pouvoir d'action sur le subconscient. C'est en mélangeant la pensée, la forme et l'émotion, l'énergie, que l'on crée ce que Hill appelle l'autosuggestion. C'est cette pratique qui transforme peu à peu votre système de croyances interne. Adopter cette attitude demande de la persévérance au début, car les résultats ne sont pas immédiats. C'est comme planter une graine. On ne voit rien sortir de terre pendant un certain temps, mais sous la surface, les racines se développent. Appliquer cette méthode change votre réticulation activatrice, la partie du cerveau qui filtre l'information. Soudain, vous commencez à voir des opportunités que vous ignoriez auparavant. Vous rencontrez des gens qui peuvent vous aider. Vous avez des intuitions soudaines. Ce n'est pas de la magie,
C'est votre cerveau qui, enfin dirigé vers une cible précise, se met à traiter les données de votre environnement pour vous servir. Cette routine quotidienne devient un ancrage. Dans les moments de doute ou de fatigue, la relecture de votre déclaration vous remet sur les rails. Elle vous rappelle pourquoi vous souffrez, pourquoi vous travaillez, et où vous allez. Elle maintient la vision claire malgré le brouillard du quotidien. Il disait que l'homme devient ce à quoi il pense le plus souvent. En forçant votre esprit à se concentrer sur votre objectif majeur matin et soir, vous prenez le contrôle de ce processus de devenir. En définitive, adopter cette habitude, c'est accepter de devenir le maître de son propre destin. C'est refuser de laisser les pensées parasites ou les circonstances extérieures dicter votre vie. C'est un exercice d'hygiène mentale aussi indispensable que de se brosser les dents. Si vous appliquez ces instructions à la lettre, avec foi et persistance, il promet que votre vie changera, car vous aurez aligné toutes les forces de votre être vers une direction unique. 5. Est la puissance de la persistance. Avoir un but précis est le moteur, mais la persistance est le carburant. Sans elle, le moteur cale à la première montée. Napoleon Hill, après avoir étudié des centaines de parcours, a identifié la persistance comme le facteur commun indispensable à toute réussite durable. Il a noté que la ligne de démarcation entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se trouve souvent juste après le moment où la défaite semble certaine. La plupart des gens abandonnent dès qu'ils rencontrent une résistance significative. Les personnes à succès, elles, possèdent une capacité presque irrationnelle à continuer malgré les preuves contraires immédiates. L'histoire célèbre de R.U. Darby, racontée par Hill, illustre tragiquement le manque de persistance. Darby et son oncle cherchèrent de l'or. Après avoir découvert un filon, ils ont investi dans des machines, creusées, mais le filon a soudainement disparu. Désespérés, ils ont vendu leur machine à un ferrailleur pour une bouchée de pain et ont abandonné. Le ferrailleur a fait appel à un ingénieur minier qui a calculé que le filon se trouvait à peine à 1 mètre, 3 pieds, de l'endroit où Darby avait arrêté de creuser. Le ferrailleur est devenu millionnaire. Darby a appris la leçon la plus chère de sa vie. On ne s'arrête jamais quand on est à 3 pieds de l'or. Cette leçon l'a ensuite aidé à devenir un vendeur d'assurance extraordinairement prospère, car il ne prenait jamais un non pour une réponse définitive. Il enseignait que la persistance est un état d'esprit, et qu'en tant que telle, elle peut être cultivée. Elle n'est pas innée. Elle se renforce par la clarté du but, le désir, la confiance en soi et des plans précis. Mais elle doit surtout être testée. La vie, selon Hill, a une manière étrange de tester ceux qui prétendent au succès. Elle leur envoie ce qu'il appelait des défaites temporaires. Il est crucial de faire la distinction sémantique et psychologique entre défaite temporaire et échec. L'échec est permanent, c'est un état que l'on accepte. La défaite temporaire est juste un événement, une leçon déguisée, un test de votre résolution. Les personnes qui manquent de persistance interprètent la première défaite temporaire comme un signe qu'elles ne sont pas faites pour ça. Elles cherchent la voie de la moindre résistance. Or, il affirme que chaque adversité porte en elle le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. C'est une loi universelle. Mais pour découvrir ce germe, il faut persister au-delà de la douleur de l'échec initial. C'est souvent au moment où la nuit est la plus noire que l'aube apparaît. Le point de rupture est souvent, paradoxalement, le point de bascule vers le succès pour celui qui tient une seconde de plus. La persistance agit également comme un filtre social. Elle éloigne les opportunistes et attire les alliés fidèles. Quand vous montrez une détermination inébranlable, vous gagnez le respect. Mais plus important encore, la persistance est le seul antidote direct à l'échec. Aucune quantité d'intelligence, de diplôme ou de relations ne peut remplacer la simple volonté de ne pas abandonner. Il comparait la persistance à l'assurance vie du succès. Tant que vous persistez, vous ne pouvez pas techniquement échouer. Vous êtes simplement en cours de réussite. Il existe des ennemis sournois à la persistance. La procrastination, le manque d'intérêt, l'indécision et surtout la complaisance.
Il suggère que pour maintenir un haut niveau de persistance, il est souvent nécessaire de s'entourer d'un mastermind, un groupe de cerveau collectif. Être entouré de personnes qui vous soutiennent, qui partagent votre vision et qui ne vous laisseront pas abandonner est une stratégie clé pour pallier les moments de faiblesse individuelle. La volonté d'un seul peut flancher, mais la volonté d'un groupe uni est une forteresse. Enfin, Napoleon Hill affirmait que la persistance est à la volonté ce que le moteur est à la voiture. Sans l'action continue du moteur, la voiture s'arrête. De même, la volonté sans persistance est statique. C'est la persistance qui transforme le désir abstrait en une force physique capable de déplacer des montagnes. Elle modifie la chimie même de votre cerveau, vous rendant plus résistant au stress et à la peur. En cultivant cette habitude, vous forcez la vie à vous donner ce que vous demandez. Comme le disait Hill, la richesse ne répond pas aux souhaits, elle ne répond qu'à des plans définis, soutenus par des désirs ardents, grâce à une persistance constante. Le succès n'est pas un hasard. Il commence par une décision ferme, répétée chaque jour, soutenue par l'action et la persistance. Si vous adoptez cette seule habitude, un but précis nourri par un désir ardent, votre vie ne pourra plus rester la même. La question n'est pas si cela fonctionne, mais si vous êtes prêt à l'appliquer dès maintenant. Et si je vous dis... Et c'est réel. C'est réel. Il n'y a rien de plus important dans la vie que d'avoir un chemin clair, de se fixer des objectifs. Et je dis quelque chose qui, le plus souvent, choque les gens. Et je le dirai encore dans cette vidéo. Vous savez, travailler pour quelqu'un, c'est laisser le contrôle de votre vie. Que ce soit financier, émotionnel, mental, de votre vie, dans la main d'une personne. C'est-à-dire, cette personne est capable de calculer ce que vous allez gagner dans toute votre vie, dans son entreprise. Mais conserver sa liberté, suivre ses rêves, avoir un plan défini, clair et net. Peu importe votre budget, peu importe ce que vous gagnez chaque jour, peu importe la somme, qu'elle soit minable, qu'elle soit importante, je vous le dis, vous serez toujours le maître de votre vie. Et le jour que votre rêve va se réaliser, le jour que votre succès va se réveiller, personne sur cette terre ne sera capable de prédire ce que vous allez gagner avant de quitter ce monde. Encore, je vous le dis, poursuivez vos rêves. Ne laissez pas les gens piétiner, ne laissez pas les gens piétiner vos rêves. Ce qu'ils font, vous êtes capable de le faire aussi. Et si tu veux quelque chose dans cette vie, peu importe ce que tu veux devenir, parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas... Les gens n'ont pas les mêmes manières de réfléchir. D'autres veulent devenir des entrepreneurs, d'autres veulent travailler pour des gens. Et c'est normal. Mais peu importe ce que tu veux faire, ne regarde jamais ce que les gens diront de toi avant de t'y engager. C'est la plus grande erreur à faire. Parce que si tu as peur de ce que les gens diront, tu ne pourras jamais rien faire. Ça, je vous le dis, clair et net. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.